Alors, oula, ça marche super. Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être aussi nombreux pour cette nouvelle conférence de Place au débat, et la dernière de l'année 2023. Un accueil tout particulier à notre invitée, Madame Camille Chaise. Vous êtes diplômée d'un diplôme de Sciences Po Paris avec un master en géopolitique. Votre carrière au sein du corps policier a débuté en 2010, c'est ça, vous propulsant jusqu'au poste de chef du commissariat à Vannes, dans les Hauts-de-Seine. Votre parcours professionnel remarquable s'est ensuite enrichi en tant qu'adjointe au conseil social du directeur général de la police nationale avant d'évoluer au sein du service d'information et de communication. En septembre 2019, la reconnaissance de vos compétences a culminé avec votre nomination en tant que porte-parole du ministère de l'Intérieur par Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur. Trois années se sont écoulées depuis, au cours desquelles vous avez utilisé votre voix pour défendre avec passion les valeurs qui sont au cœur du ministère de l'Intérieur et dorénavant des Outre-mer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de bénéficier de votre expertise et de vos perspectives. Cette conférence s'annonce captivante, abordant des sujets cruciaux tels que le maintien de l'ordre, la cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la politique gouvernementale en Outre-mer. Sans plus attendre, je laisse la parole à mes camarades et surtout à Madame Camille Chaise. Place au débat. Donc, pouvez-vous vous expliquer en quelques minutes comment êtes-vous devenu porte-parole? Est-ce une opportunité inopinée ou une volonté de longue date? Aussi, quelle est votre journée type, vos responsabilités et vos fonctions? Bonjour à tous, ravie d'être des vôtres. Merci pour l'invitation déjà. C'est un peu avec émotion que je reviens ici puisque j'ai passé 1 an à Lyon pendant mes études, voilà, après le bac en prépa HEC au lycée Ampère. Et donc j'ai passé une belle année à l'époque à Lyon. Donc voilà, un petit peu de nostalgie de revenir ici. Dans le train, en venant vous rejoindre, je me disais comment je vais introduire cette présentation. Moi, je fais beaucoup de conférences avec des étudiants, d'habitude avec des plus petits groupes, mais voilà. Et justement, je me souvenais de ce que j'étais il y a 20 ans quand j'étais étudiante à Lyon. J'avais des rêves, des grands rêves. Je ne vais pas tous réaliser. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque quand j'étais étudiante, c'était notamment l'humanitaire, les questions diplomatiques, internationales qui me passionnaient, et les questions sanitaires. Et en réfléchissant, je me suis dit qu'il y a certains rêves que j'ai réalisés, d'autres pas. Ça, c'était mes rêves, ce qui m'animait. Et puis, il y a ce sur quoi, j'allais dire, j'étais assez douée naturellement. Je ne sais pas si vous, il y a des choses où vous avez des facilités. Et moi, à l'époque, les facilités que j'avais, c'était pour parler et pour écrire. Donc voilà, à l'oral, je me débrouillais bien, assez facilement, les exposés à l'oral, ça se passait plutôt bien. Les rédactions, je n'étais pas du tout technique, par exemple. Ça, je n'étais pas très forte en termes juridiques. Par contre, je m'exprimais assez bien. J'aimais bien faire, je ne sais pas si vous avez ça, des concours d'éloquence ou ce genre de trucs. Voilà. Ma prof de lettres m'avait pris sous son aile pour faire ce genre de choses. Et finalement, dans le train, voilà, en venant, je me disais que aujourd'hui, j'étais porte-parole et finalement, j'avais adjoint cette chose que je faisais assez naturellement, à savoir parler, avec un certain nombre de choses qui continuent à m'animer aujourd'hui. Et de l'humanitaire, j'en ai fait un petit peu. J'ai travaillé comme attachée de presse à la Croix-Rouge après mes études à Sciences Po. J'ai travaillé pour des grosses ONG comme Save the Children, je ne sais pas si vous connaissez, quand j'étais en Angleterre. Enfin voilà, quelques engagements, on va dire, humanitaires pour les Refugee Week, aussi anglo-saxonnes, donc quelques engagements humanitaires qui m'ont animée. Et puis, j'étais sapeur-pompier à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est une unité militaire. Il se trouve qu'au cours de Sciences Po, il y avait des stages et moi, j'avais besoin d'argent. Mon père était boulanger. J'étais pas d'une famille fortunée. J'avais besoin de faire un stage rémunéré. Et donc, l'armée proposait des stages rémunérés. Donc, j'ai été faire mes stages dans cette Brigade des sapeurs-pompiers de Paris parce que, voilà, on a gagné le SMIC, ce qui était beaucoup pour moi. D'ailleurs, je leur ai fait gagner beaucoup d'argent parce que je travaillais sur les contentieux médicaux. Et donc voilà, je leur ai fait gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'ils me payaient. Mais ça m'a fait mettre un pied dans le secourisme et donc je suis devenue réserviste chez les pompiers. Et c'est comme ça qu'après, en sortant de mes études à Sciences Po, le premier job que j'ai pris, c'était un poste d'attaché de presse à la Croix-Rouge française. Et donc j'ai commencé à travailler dans ce monde des médias qui m'est aujourd'hui familier. Et pour des questions pas vraiment humanitaires, parce que la Croix-Rouge, il y a une partie internationale, mais il y a surtout en fait un volet social sur lequel je travaillais. Mais voilà, en tout cas, un engagement qui m'était cher et qui continue à m'être cher. Donc ça, c'était mon premier job après Sciences Po.
J'ai travaillé quelque temps aussi au ministère de la Santé sur les questions de SAMU et d'urgence médicale, notamment dans les DOM-TOM, dans les territoires d'outre-mer. Et puis, parce que j'ai été pompier, j'ai rencontré des policiers sur le terrain au cours d'interventions. Je ne m'étais jamais posé la question de ce que c'était ce métier. J'y avais jamais pensé, ça ne m'intéressait pas. Et puis, comme j'étais pompier, j'ai rencontré des policiers et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que je savais que... Enfin, je me connaissais, j'avais gagné un peu en maturité, je savais que j'allais supporter la violence, la mort, le sang. C'est des choses dont, en étant pompier, j'avais compris ce que ça voulait dire en intervention, d'être confronté à tout cela. Et quand on est policier aussi, c'est quelque chose qui nous rassemble, on vit la chose un peu différemment. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans ce métier de la police. J'ai passé le concours, je l'ai eu. 2 ans d'école, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, même si c'est un peu excentré. Et mon premier poste, vous l'avez dit, en commissariat, chef d'un commissariat en banlieue parisienne pendant 3 ans. Après, je me suis occupée des questions de négociation syndicale. On en parlera peut-être. Les syndicats dans la police, c'est vraiment très spécifique et ils sont extrêmement puissants et influents. Et mieux vaut les connaître pour arriver à manœuvrer ce gros paquebot qu'est la police nationale. Et puis après, effectivement, porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Je tiens à des Outre-mer. Je crois que vous aurez des questions sur Mayotte et ça sera un plaisir de vous répondre. Le ministère de l'Intérieur, pour vous en dire un petit mot, c'est un ministère important. Tout le monde croit savoir ce qu'est le ministère de l'Intérieur, mais on pense tout de suite police, gendarmerie, la sécurité, mais c'est pas du tout que ça. C'est aussi le ministère qui gère les politiques migratoires, l'intégration. C'est le ministère qui organise les élections et donc qui a une réflexion aussi prospective sur la citoyenneté. On a une secrétaire d'État chargée de la citoyenneté au ministère de l'Intérieur. Dorénavant, et depuis à peu près 18 mois, on gère les Outre-mer dans les politiques 360 degrés, c'est-à-dire pas seulement sur le volet sécuritaire, mais sur les questions environnementales, sociétales, les questions de jeunesse, etc. Donc voilà, souvent on pense ministère de l'Intérieur et j'oublie plein de choses dans ce grand ministère, le renseignement, on en parlera peut-être aussi. Mais voilà, c'est pas du tout que la police et la gendarmerie. C'est une maison très complexe. Je me rends compte maintenant, avant moi, sur ce poste de porte-parole, je reviendrai dans quelques instants sur mon quotidien, il n'y avait eu que des journalistes, d'ailleurs plutôt de droite, voire d'extrême droite. Et je suis la première à être du cru, on va dire, voilà, avec cette double casquette pompier-policier, on va dire. Et je suis la première femme aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, dans mon métier, c'est important de comprendre son institution, donc d'en être issu. Les porte-paroles comme ça au sein des ministères, c'est assez rare. C'est seulement les ministères régaliens qui disposent de ce genre de porte-parole. À savoir le ministère de la Justice, il y a un magistrat qui est porte-parole, et aux Affaires étrangères, une ambassadrice, qui est vraiment très chouette d'ailleurs, qui, comme ça, porte la parole de son ministère. Alors pourquoi il y a des porte-paroles, en tout cas au ministère de l'Intérieur, c'est qu'on est un ministère où il se passe toujours énormément de choses. L'actualité, que ce soit du fait divers aux politiques publiques, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de ce que fait ou ce que dit le ministère de l'Intérieur. Et puis, on est présent partout sur le territoire par l'intermédiaire des préfectures, qui sont la présence de l'État dans chaque département. Et donc, il y a une actualité telle qu'il y a besoin d'avoir une voix qui puisse répondre aux médias. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et donc, pour vous répondre plus spécifiquement sur mon quotidien, mon rôle, c'est vraiment d'échanger avec les médias, avec tous les journalistes, quelle que soit d'ailleurs leur ligne éditoriale, quel que soit leur support, d'échanger avec eux sur le fond des dossiers et de leur donner des réponses qui engagent mon institution. C'est-à-dire quand je dis des choses, je parle au nom de mon institution et donc j'engage mon institution, donc c'est une lourde responsabilité. Je ne vais pas dire peu importe ce que je pense, parce que en fait, ce qu'on pense, sa conviction personnelle à un moment est importante aussi, mais quand je parle... Excusez-moi. Quand je parle, j'engage mon institution et c'est important de l'avoir en tête. Vous dire aussi ce que je ne suis pas. Je ne suis pas la porte-parole du ministre de l'Intérieur. Moi, je ne gère pas la communication politique de mon ministre, du ministre actuel comme du précédent. J'ai vraiment une parole qui est institutionnelle, donc qui représente les policiers, les gendarmes, les préfets, les agents de préfecture, les sapeurs-pompiers, bien au-delà de la parole purement politique. Et en fait, c'est vachement important parce que les deux choses ne sont pas identiques. La communication politique est celle de l'homme politique qui, à un moment donné, peut être le chef d'un ministère.
La communication institutionnelle, elle reste au-delà. Excusez-moi. Donc mon quotidien commence tôt, pour vous répondre. Souvent, mais comme vous, j'imagine, ça commence par écouter les médias, les matinales en radio. Ce qui va être dit sur France Info, sur France Inter, qu'on appelle des médias prescripteurs. Ça va donner une couleur particulière à ma journée. En gros, je vais savoir le matin à 6h30, 7h si je vais avoir une journée plutôt calme ou une journée plutôt chargée. Désolée. C'est vrai, c'est gentil. Les matinales en radio, notamment, elles sont hyper importantes parce que quand on dit médias prescripteurs, les autres médias vont prendre ou pas reprendre l'information. Et donc, si on a une radio qui va sortir une interview importante ou un scoop ou une info importante, on sait qu'on va avoir des demandes de presse toute la journée sur le même sujet. Donc voilà, ma journée commence tôt. Mon travail, je vous l'ai dit, c'est de répondre aux questions des journalistes. Donc au cours de la journée, je vais avoir des questions. En arrivant dans ce ministère, j'avais ma compétence et ma connaissance de pompier et de policière. Mais je me suis aperçue qu'en fait, il fallait avoir des connaissances bien au-delà. On a répertorié avec mes collègues, et j'ai une petite équipe désormais avec moi, 2 personnes sont là aujourd'hui. On a répertorié plus de 150 sujets dont traite le ministère de l'Intérieur. On parlait des Outre-mer, on parlait des JO, on parlait du terrorisme, les violences faites aux femmes. Sur une même semaine, je peux avoir à répondre à 10 à 15 journalistes en interview sur des sujets complètement différents. Et donc, mon travail au quotidien, ça va être de passer d'un sujet à l'autre et de répondre au fur et à mesure à tous les sujets qui me sont posés. Je ne sais pas trop vous dire aujourd'hui à combien de réponses j'ai donné, mais je me souviens d'avoir donné une réponse sur la cybercriminalité, un rendez-vous sur les violences faites aux femmes, d'avoir débriefé un exercice sur les Jeux Olympiques qu'on a réalisé hier. Donc voilà, c'est ça mon quotidien finalement, de passer d'un sujet à l'autre. Et pour ça, il faut bien connaître ces sujets. Moi, ce qui m'anime, c'est la transparence et la vérité. Donc pour dire la vérité, encore faut-il la connaître. Et donc je passe aussi beaucoup de temps au téléphone à appeler mes collègues sur le terrain ou aller les rencontrer pour savoir exactement ce qu'il en est. Parce qu'entre les éléments de langage que vous pouvez lire, qui font partie d'une note de synthèse ou d'une fiche qui a été très bien rédigée, et la réalité, des fois, il y a des différences. Et donc, moi, mon travail, c'est d'aller au plus près de la réalité, donc d'apprendre le cadre réglementaire, le cadre juridique, et d'apprendre aussi de comprendre comment ça se passe réellement, et de porter la voix de la manière dont ça se fonctionne et ça se passe. Désolée. Je crois que je suis vraiment malade. J'étais moyennement malade, mais là, je deviens très malade. Donc voilà un petit peu mon quotidien. Et peut-être juste pour terminer là-dessus, et tout ça, c'est pour tous les médias. Il y a de la presse écrite, il y a des radios, il y a des médias télévisuels, et puis il y a des médias web, et puis il y a tout un tas d'autres acteurs, on va dire. Ça peut être des scénaristes, ça peut être des gens qui font des fictions, des personnes qui s'intéressent au fonctionnement, par exemple pour écrire un livre, etc. Et donc on accueille aussi toutes ces personnes qui ont envie d'aller voir concrètement comment ça se passe pour l'utiliser dans le cadre d'œuvres artistiques ou scénaristiques. Voilà en gros mon quotidien où on ne s'ennuie jamais. Merci beaucoup, Madame la porte-parole, pour votre réponse, votre présentation, et surtout une clarification sur vos fonctions. Dorénavant, on va passer sur des questions d'actualité. Celui-ci fonctionnera mieux. On va passer sur des questions d'actualité, notamment ces dernières semaines qui ont été particulièrement actives sur des questions de sécurité et malheureusement les différents drames que nous avons pu subir sur le territoire national, notamment revenir assez rapidement sur l'attentat qu'on a eu, qui s'est passé ce week-end à Paris, et les différentes réponses parlementaires, qui ont dressé différentes positions. On a par exemple Marc-Philippe Daubresse, sénateur républicain du Nord, qui insiste sur la nécessité de nouveau passer par un processus législatif avec une loi qui s'appellerait une loi pré-JO, donc pour préparer les risques futurs d'attentats et favoriser la lutte contre le terrorisme.
Face à cela, on a des réponses plus radicales, comme au Rassemblement national avec Jordan Bardella, qui lui serait favorable à une rétention de sûreté, c'est-à-dire un placement dans un centre spécialisé après une condamnation pour terrorisme, et de sorte que cette personne déjà condamnée ne sorte jamais, ce qui pose énormément de questions sur le droit des libertés. Et donc, quelles sont les réponses que le ministère de l'Intérieur entend apporter à ce sujet, notamment en termes de lutte contre le terrorisme? Alors, la lutte contre le terrorisme, c'est une de nos priorités, clairement. Moi, je ne rentre pas, je vous l'ai dit, dans le débat politique, parce que je suis avant tout une fonctionnaire de police, en l'occurrence. Donc, même si j'ai un avis personnel sur ce débat politique, je ne le donnerai pas. En revanche, la position du ministère de l'Intérieur sur toutes ces questions, c'est qu'il faut être pragmatique et qu'il faut arriver à faire quelque chose de cohérent et adaptable, applicable sur le terrain. Vous le savez sans doute, des lois, il y en a énormément dans le champ de la sécurité, que ce soit des lois de programmation sur l'immigration, il en est à peu près de même. L'inflation législative, parfois, peut poser certaines difficultés. Donc par rapport à ce débat, moi je serais plutôt à utiliser et bien utiliser les textes de loi actuels, d'aller au bout des choses, de ce que la loi permet, de l'appliquer le plus dans toutes les interstices, plutôt que de prendre un temps qui est précieux. Et nous, concrètement, que ce soit la préfectorale, donc les autorités préfectorales, les policiers, les gendarmes, on va plutôt se servir du cadre actuel pour monter nos dispositifs et lutter contre le terrorisme. Nous, on ne va pas être sur le champ des parlementaires de proposer, on va être sur le champ de l'application. Ça ne veut pas dire qu'on ne lutte pas contre le terrorisme, au contraire. Nous, les deux principaux champs de lutte contre le terrorisme, c'est le travail des services de renseignement et le travail des forces de l'ordre pour organiser les dispositifs. Dans le champ des services de renseignement, actuellement, vous le savez peut-être, il y a un certain nombre de services de renseignement au sein du ministère de l'Intérieur, mais pas seulement. Il y en a un au sein du ministère chargé des armées, au sein du ministère de l'économie et des finances, par exemple. On travaille tous ensemble. Il y a ce qu'on appelle deux cercles. Il y a un premier cercle qui a des pouvoirs exorbitants et un second cercle qui a moins de pouvoirs intrusifs en matière de lutte contre le terrorisme et les extrémismes violents. Depuis quelques années, il y a une loi, depuis 2015. Avant, il n'y avait pas de cadre législatif. Désormais, il y a une loi qui encadre tout ça. D'ailleurs, elle vous est enseignée ici, je ne sais pas. Mais qui encadre bien les choses, notamment sur le travail des sources humaines, donc des personnes qui vont nous renseigner, qui vont faire un travail dans l'ombre à notre profit. Et puis sur les sources techniques aussi, l'utilisation des techniques. On utilise désormais de manière très contrôlée d'ailleurs des systèmes d'écoute, des systèmes de balises, de véhicules et autres dispositifs qui sont prévus par la loi. Donc ce travail de suivi, il est important. Beaucoup, d'ailleurs, vous ne l'avez pas cité, mais beaucoup de personnalités politiques voudraient qu'on aille bien au-delà dans les sources techniques. Or, on voit que sur les plus de 70 attentats qui ont été déjoués ces dernières années, à 90%, ils sont déjoués grâce à des sources humaines. Donc on voit bien que le tout technique, en termes de prévention du terrorisme, ne fonctionne pas. Et donc on a aussi besoin de ce travail humain de nos services de renseignement. Le deuxième volet en termes de lutte contre le terrorisme, pour nous, c'est d'arriver à adapter nos dispositifs pour qu'ils soient cohérents par rapport à la menace, par rapport à l'évaluation de la menace des services. Et ça, c'est un travail de longue haleine et un travail minutieux. Demain, il y a la fête des Lumières ici à Lyon. Et la préfecture, grâce au travail en amont des services de renseignement, va adapter le dispositif d'ordre public. Et souvent, dans ces dispositifs d'ordre public, on a des gaps qui sont franchis au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais, qui avait fait plus de 80 morts. Auparavant, les dispositifs de sécurité n'étaient pas réalisés de la même manière. Il n'y avait pas des obstructions par des plots de manière systématique.
Désormais, ces plots existent et on les met partout. Donc ça, c'est vraiment une adaptation de la menace. Sur le marché de Strasbourg aussi, les dispositifs d'ordre public sont adaptés. Tout ça pour vous dire qu'il y a un travail vraiment dans la dentelle qui est fait à chaque fois pour la préparation de ces dispositifs. Et peut-être... Peut-être le dernier outil qu'il faut qu'on prenne en compte aussi dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. On en est à nos tout débuts dans la réflexion de comment utiliser les pouvoirs de l'intelligence artificielle. Ça part d'un constat assez simple, qui est de dire qu'aujourd'hui, on a des innovations techniques qui sont redoutablement efficaces. On le voit dans plein de domaines de la société et de la vie de tous les jours. Et on se dit qu'on nous reprocherait de ne pas utiliser justement et avec les bons équilibres la technologie qu'on peut avoir à notre disposition. La question est quel équilibre donner à tout cela, et donc ça, c'est pas au ministère de l'Intérieur de le dire, c'est bien aux parlementaires de décider les niveaux de technologie à utiliser. Et là, pour vous donner un exemple, et peut-être ça fera la transition aussi avec d'autres questions que vous aviez, je crois, sur les Jeux Olympiques. Dans le cadre des Jeux Olympiques, on va tester, sous la forme d'une expérimentation, quelque chose qu'on n'a jamais utilisé encore auparavant, qui est de coupler nos dispositifs de vidéoprotection, qui sont très développés maintenant, vous le savez, je pense, avec un outil algorithmique, non pas pour repérer des personnes, pas pour chercher des individus, mais pour repérer des événements qui sont anormaux. Tout ceci est encadré par la loi. Il y a 8 événements anormaux qui ont été listés. Je vous donne un exemple, et je peux en prendre d'autres après. Par exemple, un incendie qui débute, des flammes, un début de feu. L'algorithme qui est couplé à la vidéoprotection va détecter qu'il y a un début de feu quelque part. Un autre exemple, c'est un mouvement de foule, donc une densité de population trop importante par rapport à ce qu'il en est d'habitude, dans un lieu précis. Là, concrètement, l'outil va biper, va hitter dans des services de régulation, des services de police municipale ou de police nationale ou de gendarmerie, comme quoi il y a un événement anormal et on va pouvoir dépêcher sur place une patrouille pour aller vérifier rapidement ce qu'il en est et ce qui est en train de se passer. Je vous parle de ça pour les événements terroristes parce qu'on pense que ça peut aussi nous aider à détecter, par exemple, une sortie d'armes ou une sortie d'objets anormaux. Donc voilà, c'est des choses qu'on va tester au moment des Jeux Olympiques et qui pour nous sont importants aussi dans le cadre de la prévention du terrorisme. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Après, sur les événements récents, il y a eu cet attentat à Arras il y a quelques semaines. Et l'attentat de Paris qui nous montre bien que la menace endogène, elle est présente. On le sait, on le répète depuis des années maintenant, ça renvoie à plein de questions d'ordre politique, mais d'ordre sociétal aussi, et c'est bien que vous y intéressiez, parfois sur l'immigration, parfois sur la psychiatrie, parfois sur l'intégration, parfois sur notre jeunesse, parfois sur notre société aussi, en termes beaucoup plus généraux. Donc ça renvoie à des choses en fait éminemment sociétales et politiques. Pour lesquelles tout le monde est d'accord de dire que la seule réponse sécuritaire ne sera pas efficace. Bien sûr, la réponse sécuritaire, c'est celle qui doit avoir lieu de manière la plus imminente quand le danger se rapproche. Mais pour traiter le problème de manière beaucoup plus générale et le problème de fond, tout le monde a bien conscience qu'il faut à la fois travailler avec l'éducation, avec l'intégration, avec l'accompagnement social de manière beaucoup plus générale que ce qu'on fait pour le moment. Parlons aussi de l'avenir. Nous accueillons l'année prochaine un événement majeur, les Jeux Olympiques, et de nombreux débats ont lieu actuellement sur la capacité du pays à pouvoir être prêt à temps. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, comment préparez-vous cet événement en termes de sécurité ? Alors oui, les JO, on le prépare énormément. On travaille dessus depuis plusieurs mois maintenant. Et plus on se rapproche, plus ça va s'accélérer, clairement. Pas plus tard qu'hier, moi j'ai fait un exercice majeur avec le secrétariat général à la Défense nationale où tous les ministères participaient. Donc on se teste de manière régulière.
Après, pour le ministère de l'Intérieur, la plupart des sites auront lieu dans la zone de la préfecture de police. Donc, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne la sécurité en France, mais il y a des zones police, des zones gendarmerie, et il y a la préfecture de police pour Paris et la Petite Couronne. C'est 3 modes d'administration un petit peu différents. Donc là, la plupart des sites auront lieu à Paris, en Île-de-France, et sous l'autorité du préfet de police. Nous, il y a plusieurs aspects. Il y a tous les liens avec l'organisateur, parce qu'à l'intérieur des stades, à l'intérieur des sites olympiques, c'est l'organisateur qui organise la sécurité. C'est-à-dire au sein du Stade de France, les stadiers qui sont embauchés, les personnes qui vont gérer la sécurité, c'est des personnes qui vont être embauchées par Paris 2024. Ce n'est pas la compétence de l'État à l'intérieur des enceintes sportives. Ça, c'est la première chose. Après, il y a les alentours immédiats des sites olympiques et les transports en commun, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être acheminées vers ces sites. Et puis, il y a cette cérémonie d'ouverture qui est emblématique, qui aura lieu tout au long de la Seine. Donc tout ça, par contre, tout ce qui est sur la voie publique à l'extérieur, c'est de la compétence de l'État. Et donc là, on est en train de monter des dispositifs qui sont adaptés à chacune des situations. Clairement, le 26 juillet, le jour de la cérémonie d'ouverture, pour nous, ça va être une journée énorme. On dit défi, mais en fait, c'est un truc qu'on n'a jamais fait d'aussi important, il faut se le dire. Je crois que c'est la ministre des Sports qui dit que ça équivaut à 43 championnats du monde en même temps. Bon, d'habitude, on en fait un quand on en fait un, et ça nous occupe beaucoup. Là, c'est 43 en même temps. Donc, bien sûr, c'est quelque chose d'énormissime. Alors, comment on travaille ? On travaille par thématique. Nous, on fait beaucoup ça, en tout cas au ministère de l'Intérieur, que ce soit les pompiers, la police, les gendarmes. On va segmenter les problèmes et les difficultés pour résoudre au fur et à mesure. D'ailleurs, on va mettre des responsables sur chacun de ces sites. Il y aura des postes de commandement sur chacun de ces sites pour, au fur et à mesure, gérer les incidents, parce qu'il y aura des incidents. On espère tous des incidents pas très graves, mais il y aura des incidents qu'on va gérer au fur et à mesure. Nous, les principaux risques qu'on voit sur les JO, les plus importants, c'est le terrorisme, on vient d'en parler. Pour ce faire, il y a des systèmes de périmètres de sécurité que vous avez peut-être connus par le passé, ceux qui ont été, par exemple, dans des fan zones pour du foot, sur l'Euro 2016 ou même sur la Coupe du Monde de rugby, il y avait un certain nombre de retransmissions sur des grands écrans au sein des villes. Ce système de fan zone, il y a des périmètres de sécurité avec de la sécurité privée et vous pouvez être fouillé à l'entrée. Voilà. Pour la cérémonie d'ouverture, on imagine qu'il y ait effectivement, même si c'est encore soumis à certaines consultations, que ce soit sur billets, donc la billetterie permet aussi de filtrer, etc. Donc le terrorisme, pour nous, ça reste un enjeu important. Le deuxième sujet, c'est les cyberattaques ou les cyberincidents. On l'a vu par le passé, que ce soit à Tokyo ou à d'autres JO organisés précédemment, il y a un très très grand nombre d'incidents. Je crois qu'à Tokyo, il y avait 4 milliards d'incidents, c'est énorme. Alors, incident, ça peut être des choses tout à fait minimes, ça ne veut pas dire qu'il y a 4 milliards d'attaques, heureusement. Mais voilà, certains incidents cyber peuvent entraîner en fait en chaîne des répercussions. Je vous donne un exemple, un incident cyber peut créer le fait qu'il n'y ait plus aucune signalisation RATP sur tous les panneaux d'affichage, ou que tous les escalators ne fonctionnent plus au Stade de France. C'est ces incidents en chaîne qu'on va chercher à juguler. Bien sûr, il y a des services qui vont travailler sur l'origine de la cyberattaque ou du cyberincident. Est-ce que c'est des hackers? Est-ce que c'est de l'ingérence étrangère? Mais tout ça, c'est des investigations techniques qui mettent énormément de temps en fait, à aboutir. Donc nous, on va surtout chercher à réfléchir aux conséquences sur les spectateurs, sur les joueurs, sur l'événement sportif lui-même, et à essayer de trouver des solutions. En fait, nous, au ministère de l'Intérieur, on va beaucoup être dans la résolution de problèmes par la recherche de solutions alternatives, si vous voulez. Donc ça, c'est le deuxième enjeu pour nous, c'est les questions cyber et leurs conséquences, surtout. Sur la question des secours, on n'a pas trop de sujets. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, tout le réseau de secours est vraiment monté en puissance. En revanche, sur la sécurité privée, on est encore dans des phases d'embauche. La sécurité privée, c'est un secteur, une filière qui est très mal aimée. Déjà, elle paye très très mal. Les agents de sécurité privée sont hyper mal payés. Donc, pour fidéliser des gens, il y a mieux. Elle est très peu féminisée. Il y a moins de 20% de femmes dans cette filière. Comme ils sont mal payés, les agents de sécurité, s'ils trouvent mieux ailleurs, ils partent très vite. Et donc,
les boîtes de sécurité privée, comme ils ont un peu négligé cette filière, il y a une grande volatilité des agents. Et ça, c'est une difficulté. Ça a été aussi un problème pour les JO de Londres il y a quelques années. On aura au pic de la cérémonie d'ouverture besoin de 22 000 agents de sécurité privée. Et aujourd'hui, ils ne sont pas encore tous embauchés. Donc il y a un travail de fond du ministère chargé de l'emploi, même si on y participe aussi, pour essayer de recruter davantage d'agents privés de sécurité. Même si Paris 2024, comme ça a été fait pour la Coupe du monde de rugby, ils mettent en place plein de systèmes d'agents d'accueil pour guider, pour orienter. Alors, ce n'est pas tout à fait le même métier, mais ça permettra peut-être une certaine fongibilité sur certains métiers, de décroître un tout petit peu l'offre de sécurité privée en accroissant l'offre d'accueil. Donc voilà, il y a ce type de réflexion qui est en cours. Donc la sécurité privée, pour nous, ça peut être un troisième défi de ces Jeux Olympiques. Et puis après, il y a les questions de gestion des flux, donc des mouvements de personnes, principalement des spectateurs. Sur un stade, on sait faire, on a l'habitude, des matchs de foot, des matchs de rugby, des grands événements, des spectacles, on a l'habitude. Il peut y avoir parfois des incidents quand il y a des supporters violents ou quand il y a une physionomie particulière sur l'événement. Là, la difficulté, c'est que c'est des épreuves sportives qui vont vraiment s'enchaîner. Donc, au Stade Gerland, quand vous avez un match, vous avez un match. Là, sur un site du type Stade Gerland, vous pouvez avoir de 10h du matin à 22h30 le soir des compétitions avec des gens qui rentrent et qui sortent parce qu'ils ont un billet pour 16h, pour 18h, pour 20h. Et donc, ça va faire une gestion de flux très particulière. Et avec cette gestion de flux, vous avez aussi les transports qui vont avec. Plus vous avez de gens qui vont, qui viennent, plus il y a une offre de transport. Alors nous, on ne gère pas le ministère des Transports, heureusement, j'allais dire, parce que c'est vraiment difficile, je pense. Par contre, on gère la sécurité dans les transports. Et s'il y a beaucoup de monde, la sécurité, elle peut être plus complexe, à la fois pour ces mouvements de foule, mais aussi pour la sécurité en termes de délinquance. Donc peut-être le quatrième défi sur les Jeux Olympiques, c'est la gestion de ces mouvements de foule. Et puis peut-être pour terminer, je crois que j'oublie pas de grands défis, mais il y a ce parcours de la flamme. Je ne sais pas si vous avez suivi, à partir du 8 mai, la flamme olympique sera en France et donc elle va passer de département en département. Potentiellement, ça peut être un peu comme un Tour de France, si vous voulez. On verra passer partout en France cette flamme, donc ça peut être chouette. Ça peut être aussi, et sûrement d'ailleurs, l'occasion pour des militants de faire entendre leur voix. Alors c'est la démocratie, il n'y a pas du tout de souci. Par contre, ça se fera un peu pas au plus près de la flamme. Donc voilà, il y a des questions d'ordre public pour faire en sorte que la flamme puisse circuler et que les actions soient militantes, soit les manifestations puissent aussi avoir lieu, mais dans des bonnes conditions, séparées du tracé de cette flamme. Donc voilà, il y a cette gestion département par département de ce parcours de la flamme qui restera jusqu'au mois de juillet. Et donc je le traite un peu de côté, mais c'est aussi un défi pour nous parce que c'est chaque jour à un endroit différent, avec des actions militantes différentes. Et donc voilà, en termes d'ordre public, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Merci beaucoup. Maintenant, on a une question qui va peut-être au-delà de votre fonction de porte-parole de l'institution qui est le ministère de l'Intérieur, mais qui est éminemment d'actualité. C'est l'examen de la loi immigration en ce moment, qui vient d'être adoptée cette semaine par la Commission à l'Assemblée nationale, qui va passer en examen dans l'hémicycle très prochainement. Mais finalement, c'est une loi qui, pour l'instant, satisfait peu de personnalités politiques, tant à gauche, où elle est considérée comme trop rude et trop importante en termes de durcissement en matière d'immigration. À droite, elle est aussi largement dénoncée car considérée comme trop peu aboutie face aux enjeux. Quelles sont les réponses? Comment le ministère de l'Intérieur compte-t-il appréhender ces négociations et aussi et surtout quelles sont les lignes rouges qui sont fixées par le ministère de l'Intérieur sur ces questions-là? Alors là, ça renvoie un peu à ce que je disais en introduction, la différence entre le volet institutionnel et le volet politique. Moi, je ne m'occupe pas du volet politique, donc je ne vais pas commenter une loi qui arrive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, clairement. Après, ce que je peux vous dire sur l'immigration, c'est que c'est, je pense, le cadre législatif, il n'y a pas plus compliqué. Le CESEDA, le code qui encadre le droit des étrangers en France, c'est extrêmement complexe. Et moi, je m'en rends compte quand je parle dans les médias, les journalistes ne comprennent rien au sujet d'immigration. Et s'ils ne comprennent rien, c'est que la population en général ne comprend pas non plus. Pourquoi je vous dis que c'est compliqué? C'est qu'on a tendance à tout mélanger. Et quand vous faites 3 minutes ou 5 minutes ou 7 minutes d'interview, c'est extrêmement compliqué de démêler finalement la pelote pour expliquer exactement et répondre à la question liée à l'immigration.
moi, je ne connaissais pas tellement l'immigration. Enfin, je connaissais comme le grand public les questions d'immigration avant de prendre ce poste, et donc j'ai dû apprendre. Et pour moi, l'immigration, c'est un peu comme un puzzle. Et en fait, on comprend l'immigration que quand on met toutes les pièces du puzzle ensemble. Et ce qui est difficile pour moi dans les médias sur l'immigration, c'est que vous pouvez avoir une question sur, par exemple, l'OQTF, cette obligation de quitter le territoire français pour éloigner une personne qui est en situation irrégulière. Mais ça va renvoyer à qu'est-ce que c'est l'asile en France, est-ce qu'il a le statut de réfugié, est-ce qu'il a été régularisé, etc. Et donc, là, vous rentrez dans un truc où personne plus ne comprend rien, et en plus, on ne vous laisse pas parler parce que, justement, il y a des positions très doctrinales. Donc moi, mon travail sur l'immigration, c'est plutôt d'expliquer le factuel et d'expliquer le sens aussi qu'on donne aux mots. J'ai été étonnée de voir à quel point, par exemple, les gens mélangeaient la naturalisation et la régularisation. La naturalisation, c'est le fait qu'un étranger devient français à un moment donné. La régularisation, c'est le fait qu'une personne entrée illégalement devienne légale sur le territoire français. Ça n'a strictement rien à voir. Et même des journalistes de très bon niveau pouvaient mélanger tout ça. Je vous donne un autre exemple. Il y a beaucoup de journalistes qui sont spécialisés sur la police et sur la justice. C'est leur domaine, et pendant une grande partie de leur carrière, ils se spécialisent là-dessus, donc ils ont des bonnes sources, ils comprennent bien. C'est vrai que la procédure pénale, c'est compliqué, donc c'est important de se spécialiser. Par contre, il n'y a quasiment aucun, je crois qu'il y en a 2, qui sont spécialisés sur l'immigration. Les journalistes ne se spécialisent pas sur l'immigration. Ou alors, quand ils sont spécialisés, ça a été le cas au Monde, une fille super d'ailleurs, qui traitait l'immigration et le terrorisme. Vous voyez déjà le petit biais cognitif au Monde. Elle était super, mais voilà, ça a changé depuis, et la journaliste ne traite que l'immigration, et c'est une bonne chose. Et moi, j'ai souvent cette discussion avec les journalistes en disant, mais vous devez avoir des journalistes spécialisés sur l'immigration, c'est tellement compliqué qu'il faut que vous vous intéressiez, que vous soyez spécialisés sur cette question. Et donc voilà, sur l'immigration, la difficulté, c'est que tout est mélangé. Moi, mon travail sur cette loi, ce projet de loi immigration, ça va être plutôt d'expliquer comment on va mettre en œuvre les décisions législatives, comment on va les appliquer, comment ça va transformer notre manière de travailler, quelles conséquences on en espère, une fois que la loi sera votée. Après, de temps en temps, il y a besoin d'éclaircissements factuels. Par exemple, sur l'aide médicale d'État, ça a été le cas. Tout le monde y allait de son expertise ou de sa vision des choses entre différents ministères, entre différentes personnalités politiques. Et donc, il a été demandé un rapport pour essayer factuellement de désigner les choses et de décider un certain nombre de choses. Donc voilà, moi, sur la loi immigration, je n'ai pas grand-chose à vous dire, que c'est un sujet très complexe et qu'on gagnerait à le simplifier, qu'on gagnerait à gagner en réactivité, tout simplement pour être plus efficace. Je pense que là, on a un enjeu d'être efficace et qu'il faut pour ça faciliter les démarches administratives, réduire le temps, que ce soit oui ou non, par exemple, sur la présence sur le territoire. Il faut arriver à traiter chacun des dossiers dans un délai court. Pour l'administration, c'est du temps perdu d'avoir autant de dossiers en attente. Pour la personne, ça la laisse espérer, s'organiser, commencer une vie sur notre territoire alors qu'elle n'a peut-être pas vocation à y rester. Et puis, financièrement aussi, voilà, pour les concitoyens français, c'est peut-être pas la meilleure méthode si c'est une personne qui doit quitter notre territoire. Donc, je pense que la recherche de l'efficacité, j'espère que c'est ce qui animera aussi les parlementaires. Voilà ce que je peux vous en dire. Ministère de l'Intérieur, mais aussi des Outre-mer. Nous allons évidemment parler de la situation à Mayotte, qui est particulièrement préoccupante depuis plusieurs mois. Nous voudrions premièrement revenir sur l'opération et les premières conclusions de l'opération Wambushu. Quelles sont les prochaines étapes que le ministre souhaite mettre en place pour établir l'ordre à Mayotte, et notamment en raison des fortes pressions migratoires venant des Comores? Alors Mayotte, c'est effectivement le 101e département français qui est dans une situation dramatique, il faut bien le dire. Moi, j'y étais allée il y a 20 ans quand je travaillais pour le ministère de l'Intérieur sur des questions sanitaires. Et donc, j'en gardais une image un peu idéalisée sans doute. Et j'y suis retournée effectivement cette année dans le cadre de l'opération Wambushu. Je ne sais pas trop par où commencer sur Mayotte, tant la situation est complexe. Il y a les aspects sécuritaires, mais je pense que désormais a pris clairement le pas la situation sanitaire pour les populations. Mayotte, je ne sais pas si vous le situez tous, je ne vais pas vous faire l'injure de rappeler que c'est dans l'océan Indien.
à 80 km des Comores. Ce qui fait que la différence de niveau de vie ou l'imaginaire collectif sur ce qu'est la vie à Mayotte pour les Comores a entraîné une immigration illégale massive. 80 km en bateau, ça reste, même si c'est des embarcations de fortune, très rapide. Et donc, il y a depuis des années une immigration illégale majeure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler du passé, mais plutôt de la situation aujourd'hui, à Mayotte, il y a 50% de la population qui est étrangère, dont 30% de l'immigration qui est illégale. Donc 30% des habitants à Mayotte sont illégaux. Illégaux avec l'impossibilité d'aller ailleurs qu'à Mayotte. À Mayotte, il faut prendre un avion pour quitter Mayotte. Et si vous êtes illégal, vous n'allez pas réussir à prendre un avion, à montrer une pièce d'identité, etc. C'est quelque chose qui vous est défendu. Donc l'obligation de rester sur une île, une double île en fait. Il y a deux îles qui sont reliées par une barge, un bateau qui toutes les demi-heures fait le lien entre les deux îles. Et donc c'est ça la situation aujourd'hui, j'allais dire figée à Mayotte. Une toute petite île, parce que c'est pas grand comme la Corse, ou comme je sais pas quelle comparaison avec d'autres îles on peut faire, mais c'est tout petit, avec beaucoup de monde et un problème de terre, tout simplement. Il n'y a pas assez d'habitat, il n'y a pas assez de maisons pour loger tout le monde, ce qui fait qu'on se retrouve avec des bidonvilles généralisées à Mayotte. Mayotte qui est volcanique en plus, donc ça monte, ça descend, ça fait des collines, donc des bidonvilles qui sont à flanc de collines, dans des conditions sanitaires désastreuses, à même le sol, et finalement aucun accès à des emplois, parce qu'il n'y en a guère. Et je reviendrai après aux questions de sécurité aussi. Donc voilà, une dimension sociétale extrêmement importante. Alors l'opération Wuambushu, elle avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de ramener de la sécurité pour les habitants de Mayotte. Le fait qu'il y ait beaucoup de populations miséreuses avait entraîné une augmentation drastique de la délinquance. En plus, pas de la délinquance de haut niveau, de la délinquance pour vivre, pour survivre, mais qui pouvait être très violente avec des carjackings, avec des vols très violents, des violences très violentes contre des Mahorais, des violences au niveau des établissements scolaires aussi. En début d'année, plusieurs écoles, plusieurs lycées, collèges ont dû être fermés parce qu'il y avait des violences majeures aux abords des collèges, etc., des caillassages aussi. Donc au départ, le premier objectif de cette opération, c'était vraiment de faire diminuer le niveau de délinquance. On est sur un petit territoire, ce n'est pas des entreprises criminelles très sophistiquées, et donc l'objectif, c'était ramener de la sécurité publique en envoyant un grand nombre de policiers et de gendarmes sur l'île, surtout des gendarmes d'ailleurs, parce qu'ils ont une expertise ultramarine particulière. Et donc c'est ce qui a été fait à partir du mois de mars, je crois. Pour, pendant une très longue période, avoir des renforts ainsi pour lutter contre la délinquance et avoir une présence policière qui rassure, mais pas au sens, je vais vous rassurer, qui rassure parce que mécaniquement, il y a moins d'actes de délinquance quand on voit un gendarme au bout de la rue. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était d'évacuer les bidonvilles et de réinstaller dans du foncier correct, j'allais pas dire des belles maisons parce que c'est pas des belles maisons, mais un habitat digne, on va appeler ça un habitat digne, les personnes qui ont le droit d'être sur notre territoire. Ces habitations dignes, c'est assez basique, c'est des algécos qui sont aménagés, où il y a des sanitaires, où il y a une douche, où il y a une chambre, c'est très basique, c'est très très chiche, mais ça a le mérite d'exister, d'avoir un toit au-dessus de sa tête dans des conditions sanitaires respectables. Par contre, effectivement, à l'évacuation des bidonvilles qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu, les personnes illégales sont éloignées et renvoyées dans leur pays d'origine quand elles ne sont pas légales sur notre territoire. Et donc, il a pu être apporté par certains médias français, d'ailleurs, que c'était des opérations d'évacuation des migrants ou de renvoi massif des migrants. C'est clairement pas l'objectif, même si ça a pu être une conséquence de renvoyer, notamment vers les Comores, un certain nombre d'étrangers en situation illégale. C'était avant tout le fait de redonner de l'habitat digne aux personnes qui sont légales sur notre territoire et effectivement d'éloigner les autres. Moi, j'étais très, très étonnée
il y a à Mayotte ce qu'on appelle un centre de rétention administratif. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Quand une personne est renvoyée dans son pays d'origine, elle est éloignée, on dit dans notre jargon administratif. Elle est placée dans ce centre de rétention le temps qu'il faut pour avoir les laissez-passer consulaires, pour faire les démarches administratives, pour savoir quand aura lieu l'avion, pour renvoyer les personnes, etc. Et moi qui suis policière, c'est géré par des structures de police, ces centres de rétention, et donc j'en ai visité un certain nombre partout en France. Et à Mayotte, je ne l'avais jamais visité. Et c'est la première fois que j'ai vu des personnes qui étaient contentes d'être envoyées dans leur pays. Je me souviens d'un enfant, mais je crois que tu étais avec moi, Marie, ce jour-là, un enfant qui appelait sa maman dans le bus, qui l'amenait sur le tarmac, qui disait « Maman, je rentre à Madagascar, je suis content de rentrer ». Et ça, je n'avais jamais vu. Pour vous dire à quel point la vie est devenue horriblement complexe, même pour les étrangers en situation irrégulière à Mayotte. Je vous passe les violences sexuelles dans les bidonvilles, enfin voilà, quand même des choses qui sont vraiment horribles. Donc ça, c'est la situation sécuritaire à Mayotte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité, en fait, est au cœur du développement économique aussi des îles et de ce département. C'est un lieu qui a une faune et une flore fantastiques. Vous avez des tortues, vous avez des lagons, vous avez une mer tellement magnifique. Il y a des croisières, par exemple. Il y a quelques gros bateaux de croisière qui amènent des touristes étrangers qui vont plonger, notamment. Mais en fait, comment vous voulez, par exemple, faire venir des touristes si la sécurité n'est pas là? Et aujourd'hui, à Mayotte, à 17h30 ou 18h, quand le soleil se couche, vous ne sortez pas. Il n'y a pas de bar qui est ouvert en toute sécurité pour aller boire un verre avec des amis. C'est dangereux de sortir de nuit. Et donc, comment vous voulez relancer une économie si la sécurité n'est pas là? Et c'est tout l'enjeu finalement, et c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir aux Outre-mer. Tout l'enjeu, c'est qu'il faut développer il faut réfléchir en 360 sur toutes les politiques publiques. Et ça, c'est le travail de la préfecture. Et d'ailleurs, le préfet est vraiment fantastique. Il faut réfléchir à la sécurité. Il faut réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation. Si l'éducation a passé un temps, et je crois que c'est encore le cas dans certains établissements, les élèves n'allaient à l'école que le matin ou que l'après-midi, parce qu'il y a une telle pression démographique, il n'y avait pas assez de professeurs pour avoir des classes complètes sur toute la journée. Quel fonctionnaire, quel médecin, par exemple, va dire « moi, je vais aller travailler à Mayotte » s'il sait que ses enfants, ils ne peuvent pas aller à l'école? Aucun. Vous avez un problème, à un moment donné, d'attractivité pour l'économie, pour les services publics, pour tout. Et donc, il faut travailler à la fois sur l'éducation, sur la sécurité, sur la relance économique, sur l'immigration clandestine aussi, parce que c'est une réalité, et c'est ça qui vient perturber aussi le fonctionnement global de ce petit département. Et donc, le travail de la préfecture, ça va être de réfléchir en 360, d'avancer sur toutes les politiques publiques, au bon rythme, avec la bonne coordination. Et ça, à Mayotte, c'est prégnant parce que c'est urgent. Mayotte, c'est peut-être le département outre-mer où il faut, avec le plus d'urgence, mettre de l'argent, travailler, avancer, parce que c'est une crise permanente, en fait, et je ne vous ai pas parlé de l'eau, et on pourra en parler si vous voulez. Mais si vous prenez les autres départements ultramarins, c'est un peu pareil. Sur la Guyane, la Guyane, les services publics sont extrêmement paupérisés. Et vous avez ce même enjeu, finalement, d'attractivité du territoire. Comment vous pouvez avoir des bons enseignants, des bons médecins, s'il n'y a pas une assurance qu'il y ait de la sécurité, une vie qui soit chouette, enfin, qui a envie d'aller dans un endroit dont on vous dit attention, ça va vraiment pas être chouette d'habiter là-bas? Personne. Et donc voilà, sur certains départements d'outre-mer, cette question d'attractivité, elle est finalement au cœur des problématiques, et cette réflexion en 360, elle est vraiment essentielle. Il pose jamais des questions? Ah, d'accord. Moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Hein. Il nous reste 2 questions, on passera aux questions du public juste après. Merci. Dorénavant, nous allons traiter notre question du maintien de l'ordre, qui est aussi l'une des prérogatives du ministère de l'Intérieur, et notamment aborder cette thématique avec un axe relatif aux différents grands mouvements sociaux que nous avons pu avoir sur notre territoire ces dernières années, notamment le conflit et le sujet des Gilets jaunes, et plus récemment les différents mouvements sociaux avec la réforme des retraites. Et avec ces différents événements, on a eu beaucoup de réactions
par des experts, des journalistes, des personnalités politiques qui dénonçaient, ou du moins réagissaient avec vivacité sur ces questions, notamment sur la formation et les techniques qu'ils considéraient comme contestables, utilisées lors de ces événements exceptionnels. Donc, quelles sont les pistes d'amélioration, notamment de meilleure formation, peut-être une réforme sur la question du maintien de l'ordre à ce sujet, pour que les forces de police puissent utiliser et effectuer leur mission sereinement de maintien de l'ordre lors de ces grands événements exceptionnels. Alors oui, sur les questions d'ordre public, pendant très très longtemps, la France a été un exemple dans tous les pays européens sur la gestion de l'ordre public, notamment avec les CRS et les escadrons de gendarmes mobiles. Et puis, on a observé au moment des Gilets jaunes, mais déjà un petit peu avant, au moment de la loi travail, je crois que c'était 2016, une évolution vraiment très rapide des mouvements sociaux, avec des nouvelles modalités d'action qui, pour le coup, n'avaient pas été anticipées du tout. Et face à ces nouvelles modalités d'action, avec beaucoup de radicalité, beaucoup plus de mobilité, des petits groupes qui finalement avaient des stratégies et des modes opératoires très différents, avec des services d'ordre, des grandes organisations syndicales qui pouvaient être totalement dépassées. Ce nouveau paysage a vraiment mis en difficulté les forces de l'ordre qui ne savaient pas finalement comment gérer leur maintien de l'ordre et comment se réformer finalement très rapidement par rapport à ces évolutions des groupes. Donc ça a commencé un tout petit peu en 2016, mais on était dans un contexte terroriste, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vraiment qui mettait finalement sous chape les autres problèmes. Et donc on a, je pense, et c'est sans doute notre erreur, pas pris assez tôt ces évolutions qui pourtant, quand on refait l'histoire maintenant, étaient déjà présentes. Et donc on a pris finalement de plein fouet au moment des Gilets jaunes ces évolutions dans les modalités d'action avec des rassemblements qui nous arrivaient des services de renseignement, souvent la veille, qui étaient publics, hein, souvent par le biais des réseaux sociaux ou par des messageries privées, etc. Et c'était pas du tout la manière dont on fonctionnait avant. Avant, c'était la déclaration en préfecture, 3 jours avant maximum, etc. Avec des services d'ordre par les organisations syndicales ou par les organisateurs, une responsabilité de l'organisateur, etc. Mais tout ça a explosé en vol avec vraiment des groupes qui se revendiquaient comme ne voulant pas s'organiser, qui ne voulaient pas respecter finalement ce fondement qui était, malgré toutes les revendications, accepté par les acteurs, quelle que soit leur forme de militantisme. Donc c'est ça qui est venu considérablement perturber, et c'est un euphémisme, le fonctionnement du maintien de l'ordre en France. Après, je pense qu'il y a eu aussi une forme de sidération face à l'ampleur des violences matérielles avant tout, avec des choses symboliques, hein, vous vous en souvenez, l'Arc de Triomphe, le fait de vouloir rentrer dans un ministère, etc. Donc je pense qu'il y a eu une forme de sidération face à tout cela. Et puis une guerre d'usure qui s'est très vite mise en place tous les samedis, qui était extrêmement pénible pour tout le monde, pour les usagers avant tout, qui étaient bloqués dans tout ce qu'ils avaient à faire, travailler, faire les courses ou que sais-je. Pour les policiers aussi, tout ça venait perturber les organisations qui existaient bon an mal an. Et puis, cette guerre de l'image, finalement, avec, sur les chaînes d'information en continu, toutes les semaines, tous les samedis, exposer les difficultés, les violences matérielles et physiques qui pouvaient avoir lieu. Ça aussi, c'était un changement de paradigme, la présence omniprésente. Bon, ben, voilà, c'est dit. Je ne sais pas comment dire autrement. L'omniprésence, voilà, de l'image partout. Il y a quelques années, il pouvait y avoir des opérations de maintien de l'ordre qui étaient très violentes, mais il n'y avait pas forcément d'image, et donc il y avait une sorte d'acceptation ou de soutenabilité, on va dire, du grand public. On passait à autre chose. Je ne dis pas qu'on s'en foutait, mais le grand public disait bon, ben, soit ils n'étaient pas trop au courant, soit il n'y avait pas cette image qui est tellement marquante, tellement choquante pour le grand public. Et là, finalement, les chaînes d'infos en continu, les street reporters sont venus changer ce paradigme-là, parce qu'il y a de l'image, parce qu'il y a de la photo, parce qu'il y a de la vidéo, les choses changent.
Et donc tout ça est venu percuter des dispositifs, et puis vous vous en doutez un peu, mais on est malgré tout une administration, donc les changements, ça ne va pas toujours très très vite, ça ne va jamais aussi vite en tout cas que ce qu'on voudrait, et donc la transformation a mis du temps à avoir lieu, avec aussi des essais de choses qui fonctionnaient moins, et tout ça a pris du temps. Aujourd'hui, j'allais dire, depuis, on va dire peut-être 18 mois, 2 ans, je pense qu'on a trouvé un nouveau point d'équilibre. Je ne dis pas qu'il y a encore des choses à faire, et je vais répondre à votre question sur quelles sont les possibilités à venir en termes d'ordre public, mais on a, je pense, fait évoluer un certain nombre de choses, et on a des opérations de maintien de l'ordre globalement qui se déroulent mieux, alors que le paysage globalement, lui, n'a pas changé. Donc on a réussi un certain nombre de transformations, je pense. Déjà, ces questions de mobilité, on a réussi à avoir des unités de police et de gendarmerie qui arrivent à être avec la réactivité nécessaire pour mettre fin à un certain nombre d'exactions. Moi, beaucoup de monde me disait, mais pourquoi vous ne les interpellez pas ? Soit parce qu'on n'est pas assez rapide, soit parce qu'il y a du danger à interpeller, soit parce qu'on va faire usage de la force et qu'on ne veut pas être filmé en train de faire usage de la force, etc., etc. Et donc, il y a toute une partie de l'opinion qui me dit, mais en fait, vous êtes inefficace, vous n'arrivez pas à interpeller. Donc, il y a aussi cette incompréhension très grande. Là, les choses ont, je pense, un petit peu évolué, et les interpellations, elles ont lieu soit immédiatement, soit avec quelques jours de délai. Soit sur la base des services de renseignement aussi, qui sont de plus en plus dans ces perspectives d'ordre public. Nos services de renseignement aussi ont fait une transformation sur les extrémismes violents, que ce soit l'ultra-gauche, que ce soit l'ultra-droite. Les services de renseignement ont mis beaucoup plus d'agents, que ce soit des policiers ou des agents contractuels, des analystes qui travaillent pour nous sur ces problématiques, avec des techniques de renseignement aussi, d'infiltration, qui font que, globalement, sur des services d'ordre, on arrive à anticiper un certain nombre de choses. Il y a des événements qu'on choisit, pas de délaisser, mais on choisit de mettre un peu moins d'effectifs policiers pour qu'il y ait des choses qui puissent aussi s'exprimer. Je pense que voilà, c'est important aussi d'arriver à accepter un certain désordre. Et ça, cette révolution, elle a eu lieu en interne. Après, pour répondre, comment on peut aller... Si peut-être la dernière chose aussi qui est importante, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec les médias, parce qu'eux-mêmes ont subi des violences par les usages de la force de la part des forces de l'ordre. Et donc, à un moment donné, ils avaient du mal à exercer leur métier. Donc on a fait un gros travail pour leur expliquer les manœuvres engagées, à quel moment il va être fait usage de la force, comment fonctionnent les sommations, etc., pour qu'ils puissent se positionner au bon endroit, au bon moment, sans être eux-mêmes victimes de cet usage de la force. Et donc ces liens avec le monde journalistique sont accrus, on reçoit les syndicats de journalistes de manière très régulière à Beauvau pour parler, et ils sont des fois rudes avec nous de tous les dysfonctionnements, de tous les incidents qui peuvent avoir lieu. Et voilà, c'est quelque chose aussi qui a changé depuis. Alors comment aller plus loin ? On peut toujours aller plus loin. Vous évoquiez la formation, bien sûr. C'est déjà pas mal le cas, mais on peut toujours aller plus loin. Après, moi je crois beaucoup aussi aux évolutions techniques. Chaque fois qu'on peut trouver des solutions moins vulnérantes, donc des armes qui vont être moins blessantes, c'est important de les utiliser et de faire ces évolutions technologiques. Une arme, par définition, ça va commettre des dommages. On n'utilise pas une arme de manière neutre ou de gaieté de cœur. Si on utilise une arme, elle va avoir des conséquences contre la personne contre laquelle elle est utilisée. C'est une certitude. Donc l'objectif, c'est aussi que les armes utilisées soient les moins nocives, les moins vulnérantes. Et donc là, il y a un travail technologique qui est particulièrement important. Voilà pour répondre à votre question. Nous avons largement parlé de questions physiques, mais l'ordre et la sécurité doivent aussi se faire respecter sur Internet, là où de nombreux enjeux ont émergé récemment, et notamment en termes de cybersécurité. La France est, semble-t-il, en retard sur ces questions de guerre numérique, mais aussi sur des questions de souveraineté numérique. Quelles sont les politiques mises en place par le ministère de l'Intérieur sur ces questions ? Alors la cybersécurité, la cyberdéfense,
Il n'y a pas que le ministère de l'Intérieur qui en est acteur. Il y a le ministère des Armées, par exemple, et le ministère de l'Économie et des Finances aussi. Nous, on vient de faire, et ça date de quelques jours seulement, une petite révolution interne, mais qui a eu beaucoup de mal à être menée jusqu'à son terme. C'est qu'on a unifié et rassemblé toutes les entités qui s'occupent du cyber au sein du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait ou vont faire des stages dans le domaine du public, mais comme souvent, vous avez plein de directions qui ne font pas les mêmes choses, mais qui traitent de thématiques très avoisinantes. Et donc là, on a réussi à rassembler tous ceux qui font du cyber, de près ou de loin, dans un truc qu'on a appelé commandement cyber du ministère de l'Intérieur. Donc commandement, ça fait tout de suite assez peur. Mais voilà, c'est une entité qui va chapeauter toute la politique publique en matière du cyber pour le ministère de l'Intérieur. Et vous l'avez dit, c'est particulièrement important. Nous, on a à la fois le traitement des actes de délinquance cyber, que ce soit les rançongiciels, que ce soit les cyberharcèlements, que ce soit l'apologie du terrorisme en ligne, que ce soit la pédocriminalité. On a là un champ énorme en termes de procédures judiciaires de moindre intensité comme de très haute intensité. Donc ce champ, il est extrêmement important. On a le champ aussi de la prévention cyber et de lutte contre l'intelligence économique. Donc ça, c'est plus de la prévention auprès des entreprises. Globalement, toutes les grandes entreprises ont des unités cyber qui sont très solides. Pour les PME ou les entreprises de moindre intensité, il y a vraiment un risque de vol industriel et aussi une protection qui est bien moindre. Donc on fait pas mal de prévention, que ce soit la police, la gendarmerie, notamment auprès de ces entités. Pour ce qui est des cyberattaques, nous on le traite sur le volet judiciaire. On va essayer de remonter à la source, mais il y a aussi tout un travail de renseignement sur lequel je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, mais de suivi en termes d'ingérence étrangère pour effectivement savoir d'où viennent ces cyberattaques. Et d'habitude, on n'est pas très surpris de leur provenance. Et il y a une entité qui s'est ouverte, qui s'appelle, il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Viginum, qui va s'occuper de cette lutte contre l'ingérence étrangère et de ses répercussions. S'il y a par exemple un contre-discours, s'il y a par exemple un discours étranger qui arrive à percer sur nos réseaux sociaux dans le but de déstabiliser notre pays, par exemple, il va y avoir un travail de contre-discours et d'élaboration d'un discours pour lutter contre ces volontés de déstabilisation qui nous viennent de l'étranger. Et puis la dernière entité qu'il vous faut connaître si vous vous intéressez au monde du cyber, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui, elle, va traiter des cyberattaques sur tous les sites d'importance vitale. Sites d'importance vitale, c'est les entreprises au CAC 40, par exemple. Si elles sont cyberattaquées, nous, on va s'occuper de la procédure judiciaire, mais ce n'est pas nous qui allons faire le travail technique et le travail de prévention auprès de ces entreprises. Par exemple, pour revenir à JO 2024, si les JO 2024 Paris 2024 étaient attaqués, ce serait cette agence qui va les aider et s'occuper avec eux de la résolution de cette difficulté. Donc voilà, nous, notre travail interne, mais qui dit quelque chose aussi du ministère de l'Intérieur, ça a été vraiment de rassembler nos forces. Pourquoi ? C'est que, vous l'avez évoqué, je ne dirais pas qu'on est en retard sur nos partenaires étrangers. Par contre, on a aussi des positions à défendre, notamment au niveau européen, sur le domaine du cyber. Et quand on est tout fragmenté, tout dispersé, ça ne marche pas. Donc on s'est rassemblés aussi pour vraiment porter, au niveau européen, au niveau de la Commission aussi, une politique cyber pour notre ministère et pour la République française. Donc c'est un peu comme ça qu'on a travaillé. On arrive enfin à se rassembler et à essayer de voir un petit peu plus loin que des petites divisions qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir ou d'impact quand ils disaient quelque chose. Un grand merci, Madame la porte-parole, pour cette première partie. Nous allons dorénavant passer aux questions du public. Et j'imagine que vous en avez. On va vous faire passer un micro. Donc on a un deuxième micro qui arrive aussi là-bas. On vous demandera de poser des questions assez courtes. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Pour que nous puissions échanger avec le public et des questions, s'il vous plaît, en rapport avec le ministère de l'Intérieur. Voilà, allez-y. Merci Madame déjà d'être venue. Je voulais vous poser une question concrètement sur la capacité du ministère de l'Intérieur à faire appliquer une décision d'interdiction de manifestation. Concrètement, je pense aux manifestations des soulèvements de la Terre, non pas celle de Sainte-Soline, mais celle qui a eu lieu en juin, en Maurienne, contre les installations du Lyon-Turin. Malgré l'interdiction de manifester, elle se déroule quand même, et c'est presque comme si l'interdiction n'avait pas eu lieu. Je ne parle même pas de la présence d'élus
à ces manifestations pourtant interdites. Donc concrètement, quelles solutions peuvent être mises en place pour faire respecter les interdictions, les décisions administratives d'interdire une manifestation? Et ça me paraît particulièrement pertinent dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver qui, croisons les doigts, se dérouleront dans les Alpes françaises en 2030 et qui toutefois suscite l'opposition de certains groupes radicaux susceptibles d'utiliser ces méthodes. Alors merci pour votre question précise, mais qui comporte une toute petite erreur, donc je vais me permettre de la corriger un tout petit peu avant de vous répondre, parce que la manifestation, effectivement, en juin ou fin mai, je ne sais plus, dans la Maurienne, était interdite, mais dans 9 communes. Et donc, moi j'étais avec le préfet ce jour-là, donc je m'en souviens très bien. Justement, l'important, ce qu'on a essayé d'expliquer au grand public, mais surtout aux organisateurs et aux manifestants, c'était les raisons pour lesquelles cette manifestation était interdite sur certaines communes. Vous avez l'air peut-être de venir de Savoie, donc voilà cette question. Vous voyez la géographie très particulière de cette vallée, où vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, vous avez l'autoroute, la route, le cours d'eau dont je m'excuse, j'ai oublié le nom, l'Arc, voilà. Et finalement, si vous voulez passer d'un côté à l'autre de la vallée, vous êtes obligé de passer par cet endroit-là. Si pour une raison ou pour une autre, une manifestation vient couper, et donc vous avez, je finis, pardon, la ligne de chemin de fer, effectivement. Et si vous coupez ces routes principales, que ce soit l'autoroute ou la nationale, assez vite, vous allez finalement bloquer la vallée, les travailleurs, les gens, une fois de plus, qui veulent faire leurs courses, qui veulent vivre, qui veulent passer d'un endroit à l'autre. Or, la liberté de circuler existe dans notre pays, peut-être pas avant la liberté de manifester, mais c'est aussi une valeur et un principe fondamental. Donc le choix qui a été fait par le préfet, ça a été d'interdire cette manifestation sur 9 communes, tout en proposant aux manifestants d'aller manifester sur les autres communes. Et ce qui s'est passé, c'est que cette interdiction a été, dans sa majorité, respectée. Il y a eu un moment où les manifestants, effectivement, ont traversé l'Arc, donc la rivière, pour envahir l'autoroute. Donc on a dû fermer un temps qui a été assez court, cette autoroute, avant de la réouvrir très rapidement. La difficulté, là je vous parle vraiment en termes opérationnels, c'est qu'une fois que vous avez 3000 personnes qui sont au camping, je crois en l'occurrence, ou qui sont installées, qui ont la volonté de manifester, il va bien falloir qu'ils le fassent quelque part. Effectivement, en tête de cortège, vous aviez des élus LFI qui ont plutôt été coopératifs, dans le sens où ils ont été en courroie de transmission entre les contraintes du préfet qui étaient de faire les contraintes du préfet qui est, je parle trop fort peut-être. Les contraintes du préfet, c'était que la vallée ne soit pas bloquée. Donc ça, c'était l'objectif opérationnel. Une fois de plus, c'était que les gens puissent aller d'un point A à un point B. Donc ça, c'était la volonté des autorités, que ça ne soit pas coupé. Et la volonté des manifestants qui étaient relayés notamment par les élus LFI de dire « nous, on veut faire entendre ce qu'on a à dire, porter notre voix, etc. Et donc, pour se faire entendre, il faut qu'on aille à tel endroit, etc. » Et donc, il y a eu une négociation au cours de la manifestation qui a eu lieu par l'intermédiaire de la LFI, en l'occurrence, pour échanger. Et puis, après, il y a le temps qui a joué. Tout ça, ça prend du temps aussi. Et à un moment, la manifestation, elle a tourné, elle est repartie. Il y a eu quelques échauffourées, mais finalement assez réduits. Ce qui fait que pour nous, on a estimé que c'était un bon équilibre. La manifestation a pu avoir lieu majoritairement dans des endroits où cela a été permis. Ils ont pu faire entendre de leur voix et c'est la démocratie et la République. Et en même temps, l'objectif et l'équilibre qui avait été décidé par les autorités préfectorales, à savoir il faut pouvoir circuler, elle était malgré tout respectée, même s'il y avait eu quelques inconvénients pour les riverains. Donc voilà, dans l'équilibre, pour nous, c'était plutôt une opération de maintien de l'ordre réussie, même si, une fois de plus, sur le maintien de l'ordre, la difficulté, mais vous l'avez bien compris par ma réponse précédente aussi, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas du 100%. On est vraiment sur un équilibre, et donc dans les équilibres, des fois, il y a quelque chose qu'on aurait peut-être voulu un petit peu autrement, mais il y a la réalité et des compromis qui sont réalisés. D'autres exemples, c'est ce qui se passe dans le cadre de l'autoroute A69, sur le projet d'autoroute entre Tarbes et Castres, si je ne me trompe pas.
où là, vous avez des militants qui, par exemple, sont, pour certains, enchaînés dans des arbres, etc. Et donc, pour nous empêcher de couper les arbres, pour pas que le projet puisse avancer. Donc là, on est sur des militants globalement pacifistes. Voilà, donc là, on va travailler l'opération de maintien de l'ordre différemment. Jusqu'à quand, à partir de quand on estime que ça provoque du désordre? Est-ce que c'est au bout de 6 mois que l'autoroute avance pas, ça pose un souci? Est-ce que c'est quand il commence à y avoir des dégradations? Tout ça, c'est des questions d'équilibre qui sont traitées par l'autorité préfectorale. Alors, je vois qu'il y a un micro ici. On va faire une question de chaque côté. Madame, allez-y, et juste après, vous, monsieur. Donc bonsoir déjà et merci de votre présence ici. J'ai une question et je vais saisir la perche que vous avez tendue tout à l'heure sur l'eau à Mayotte, parce qu'il me semble que c'est une situation très préoccupante, puisqu'aujourd'hui le préfet a annoncé que sur certains territoires l'eau était plus potable, et c'est une crise qui dure depuis plusieurs mois, donc voilà. Non, mais vous avez complètement raison. L'eau à Mayotte, c'est même pas une crise. Enfin, on est au-delà, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça que la Première ministre s'y rend ce week-end. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais en fait, l'année dernière, la saison des pluies a été nulle. Donc, ils ont pas, les nappes n'ont pas été régénérées. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais voilà, il y a un déficit d'eau majeur. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la saison, les difficultés ont commencé. Il y a eu d'abord des interdictions. Rares sont ceux qui ont une piscine à Mayotte quand même, mais interdiction de remplir sa piscine, encore heureux. Laver la voiture, voilà. Mais tout ça, très vite, ils sont passés à autre chose. Il y a eu ce qu'on appelle une ration. Voilà. On a rationné l'eau. Il y a quelques années, ça avait déjà été le cas. Et ils avaient fait ça par quartier. Les quartiers les plus touchés avaient eu des rations plus drastiques. Là, c'est pas du tout le choix qui a été fait. Tout le monde est passé à la ration d'eau. C'est-à-dire que pendant 2 jours, vous n'avez pas d'eau potable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le 3e jour, vous avez de l'eau potable, mais pendant 12 heures, quand vous ouvrez le robinet, elle n'est pas potable. Donc vous avez de l'eau pendant les 24 heures sur le 3e jour, mais pendant 12 heures, vous ne pouvez pas la boire. Et après, les 12 heures qui restent, vous faites du stockage d'eau. Donc vous avez concrètement des énormes bassines avec de l'eau dedans, un côté eau potable, un côté eau non potable, dans votre maison, dans vos pièces, parce qu'il en faut beaucoup pour tenir pour les 3 jours d'après. Et c'est ça la vie des Mahorais aujourd'hui sur la crise de l'eau. Concrètement, il y a plein d'actions qui ont été mises en place, mais elles ne se voient pas nécessairement. Il y a des sources à Mayotte, il y a de l'eau naturelle à Mayotte, on n'imagine pas forcément, mais ce n'est pas un caillou sec du tout. Il y a des forêts, il y a des rivières, sauf qu'il y a toute une agriculture illégale, qui pose problème, et donc il y a des gens qui détournent totalement les cours d'eau à leur profit, notamment pour de l'agriculture sauvage. Donc une des actions, ça a été, mais ça mettra des années en fait à ce qu'on en tire vraiment les bénéfices, c'était aussi de récupérer les sources et de récupérer l'eau pour qu'elle soit pour tous. Ensuite, il y a eu plein de mesures d'urgence qui ont été mises en place, des robinets, des rampes à eau, où les gens peuvent aller se servir de l'eau et aller boire. On s'en rend pas compte ici. Moi, j'ai été étonnée en y allant, entre notre vision hexagonale et la vision des Mahorais. Les rampes à eau, ça a été un très très grand débat à Mayotte. La plupart des Mahorais ne voulaient pas qu'il y ait de l'eau gratuite pour tous, parce qu'ils estimaient qu'eux payaient l'eau. Pour avoir de l'eau à son robinet, ben oui, on paie. Et que à partir du moment où vous payez, c'était pas normal que des personnes, même plus pauvres qu'eux, l'aient gratuitement. Donc vous avez, je ne sais pas si vous si vous connaissez bien ce département, mais moi ça m'a vachement étonnée. Je m'attendais pas à ça en vérité. Mais voilà, ça a vraiment fait débat et finalement ça a été une décision gouvernementale, mais qui n'a pas été si simple que ça à faire admettre au grand public et à certains élus aussi à Mayotte. Et puis après, dans la même veine, on a les distributions de bouteilles d'eau, etc. À cela s'ajoute, mais si vous vous intéressez au département, vous l'avez peut-être vu, il y a une crise sanitaire aux Comores actuellement. Il y a une épidémie, on ne sait pas trop, de grippe, de gastro-entérite, etc., mais très sérieuse. Et le système sanitaire aux Comores est très défaillant. Et donc, on craint aussi un problème sanitaire qui s'importe à Mayotte, avec un centre hospitalier qui est déjà en souffrance extrême.
Donc voilà, malheureusement, Mayotte, ça va être encore compliqué quelques semaines, normalement, mais je dis bien normalement parce que ça a été très peu le cas l'année dernière. La saison des pluies commence à partir de maintenant. Voilà, on est dans la période où ça devrait commencer jusqu'au mois de janvier. Donc on va voir aussi cette année, est-ce que les nappes phréatiques vont ou pas être bien remplies pour aussi anticiper la suite. Mais voilà, la situation à Mayotte est d'une extrême gravité. Oui, allez-y. Alors on a mis plein d'autres trucs, désolée. Voilà, et on a dessalé l'eau, par exemple. On a des unités de dessalement de l'eau salée de la mer, enfin de l'océan en l'occurrence. Sauf que comme il y a des barrières de corail, vous rejetez de l'eau chaude et donc il ne faut pas détruire la barrière de corail aussi. Enfin, vous voyez, il y a plein de problèmes sériels en fait. Chaque bonne idée qu'on pense avoir, il y a aussi une conséquence qui peut être nocive. Et donc, en fait, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête pour les services publics qui ont la responsabilité pour trouver les meilleures solutions. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment en soutien de ce que fait la préfecture, parce que je me dis que quand vous avez la responsabilité de ça, à quel point ça doit être difficile. Et ce préfet, il aime Mayotte. Il y reste d'ailleurs plus que ses prédécesseurs parce qu'il aime ce département. Il avait envie de faire quelque chose pour la population. Et voilà, ils ont des ingénieurs de haut niveau, mais allez trouver en fait, vous choisissez la solution la moins pire et la plus efficace dans ces situations-là, et c'est très compliqué. Pardon. Alors déjà, merci Madame la porte-parole pour votre venue. Moi, ma question elle est d'ordre organisationnel. Donc, vous nous avez présenté la diversité de vos missions. J'aimerais savoir, parce que vous êtes plutôt de l'ordre administratif, donc pas politique, pas du cabinet. Mais moi, j'ai une réelle question qui m'interroge. C'est sur la coordination que vous avez, par exemple, avec le porte-parole du gouvernement d'Olivier Véran, que vous avez avec le cabinet de Monsieur le ministre Gérald Darmanin, ou même avec le porte-parole de la justice. Quand on voit des drames comme celui de Crépol, par exemple, il y a quelques jours, vous savez que vous ne pouvez pas communiquer tant que vous n'avez pas d'éléments de l'enquête ou autre. Donc, comment vous faites pour avoir une communication qui est optimale et avoir une bonne coordination ? Oui, merci beaucoup pour votre question. Ça renvoie aussi et au positionnement et à l'organisation. Alors moi, quand j'ai pris mon poste, je pensais vraiment que j'allais faire que de la communication institutionnelle. Et moi, je ne fais pas de politique, etc. La réalité, c'est que vous vous inscrivez forcément au creux du politique. Moi, en gros, quand Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit quelque chose, forcément, derrière, je sais que je vais avoir des questions des journalistes sur pourquoi il a dit ça, est-ce que c'est les bons chiffres, d'où sortent ces chiffres. En fait, je vais devoir expliquer et suivre les débats. Donc, en fait, je ne donne pas mon avis politique, mais je suis l'avis politique de manière assez proche. Mais le positionnement est autre, en ce sens où moi, j'ai une obligation de transparence, de vérité et de long terme. Un homme politique, par définition, il va avoir des enjeux électoraux, il va avoir une vision politique. Quand un ministre va fait une interview sur un plateau télé, son but, c'est de convaincre ceux qui écoutent, etc. Moi, mon but, c'est jamais de convaincre. Mon but, ce qui est très bizarre pour un porte-parole, mon but, c'est de donner les bons éléments pour que chacun se fasse son idée sur la situation. Et ça, en fait, ça change tout. Ça change la manière d'exprimer les choses. Moi, je pense que j'ai une manière beaucoup plus posée, peut-être beaucoup plus douce, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, moins dans le frontal. Après, si le journaliste il est hargneux, je vais être plus dans le frontal. Mais sinon, je vais avoir une manière beaucoup plus factuelle, beaucoup plus républicaine, mais au sens apaisé, vous voyez, des choses. Mon but, ça va être d'amener des éléments de compréhension et que chacun fasse son idée. Moi, mon but, c'est pas que les gens pensent comme moi, c'est qu'ils aient assez d'éléments pour penser ce qu'ils veulent. Et ça change tout, en fait. Après, il y a des moments où on peut m'envoyer des éléments de langage. Éléments de langage, vous savez, c'est des messages clés, en gros, qui sont rédigés. Ça a pu être le cas, mais des fois, même pas assez souvent à mon goût. Parce que des fois, je vais dans les médias, j'ai que ma bonne connaissance de mon institution ou ce que m'ont dit mes collègues de terrain. Et c'est à partir de ça, ou mon expérience de terrain, à partir de ça, où je vais expliquer les choses. Et des fois, j'aimerais bien avoir un peu plus d'éléments sur les situations. Par exemple, pour la finale de la Ligue des Champions, j'ai eu quelques éléments de langage que je n'ai pas forcément suivis d'ailleurs parce qu'ils étaient
assez fermés dans leur posture. Et je me suis dit, non, mais je peux pas dire ça. Peut-être c'est déjà pas complètement juste, parce qu'entre-temps, j'avais passé quelques coups de fil. Je me suis dit, mais le grand public ne peut pas entendre ça, c'est pas possible. Voilà. Donc moi, mon travail, ça va être d'amener mon ministère sur la voie de la transparence et de la vérité en fonction de tous les éléments que j'ai et de ma connaissance de ce ministère. Et sur une attaque terroriste, c'est à la fois difficile et sensible, mais on a des outils. On a au ministère de l'Intérieur une entité qui s'appelle Centre de veille, qui récupère toute l'information opérationnelle. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose partout sur notre territoire, que ce soit la préfecture, la police, la gendarmerie, les pompiers, il rédige, je vous le fais simple, et voilà, mais il rédige en gros un mail pour expliquer ce qui s'est passé, les éléments, pour les choses très importantes forcément. Et donc dans ce centre de veille, toute la journée, ils traitent des éléments, ils font des synthèses de ce qui se passe partout sur le territoire. Et donc quand il y a une attaque ou un attentat, les éléments remontent dans ce centre de veille, et donc moi, mes informations, je vais les puiser dans ce centre de veille. Et le ministre est informé aussi par ce centre de veille. Donc on a les mêmes informations opérationnelles. Lui, il peut avoir une visée politique, il va dire des choses aussi avec son prisme politique, et moi je vais expliquer comment mes collègues pompiers, policiers travaillent, etc. Par contre, ce qui peut être difficile, et là je suis d'accord avec vous, c'est la temporisation. Par exemple, des prises de parole. Par exemple, sur l'attentat à Arras, le président de la République s'est exprimé vers 17h. Moi, je me suis exprimée entre 17h et 20h, et je savais que Gérald Darmanin allait sur un plateau de 20h. Et donc, quand vous avez votre ministre qui s'exprime juste après vous, et moi, je ne sais pas ce qu'il va dire, il a les mêmes informations que moi, mais je ne sais pas comment il va expliquer les choses. Là, c'est un peu plus compliqué dans la manière de présenter les choses. Après, moi, je pars du principe que quand vous dites la vérité et les choses justes, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Donc voilà, il faut être prudent, parce que des fois, au début, les éléments mettent du temps à vous arriver. Vous avez raison, il faut être prudent parce qu'il y a un procureur antiterroriste et c'est sa compétence que de s'exprimer sur des éléments d'enquête. Donc moi, je vais m'exprimer sur des éléments d'ordre public ou expliquer y a-t-il une faille dans le suivi des services de renseignement. Enfin voilà, moi, ça va être ça les questions que je vais avoir. Et si j'ai des questions sur l'enquête, je ne pourrais pas m'exprimer. Des fois, je n'ai même pas les éléments. Mais en fait, je n'ai pas forcément besoin de les avoir. Par contre, je sais que c'est important d'y aller. Sinon, on va avoir tout un tas de personnes qui vont dire n'importe quoi. Et les médias peuvent partir dans des délires absolus. Et donc, c'est important qu'il y ait une parole publique, un peu factuelle, qui soit présente et qui dise un certain nombre de choses. On entend différentes mains levées. On va faire tourner les micros. Où est le micro ? Allez-y. Bonsoir, merci pour votre présence. Ma question elle est aussi d'ordre organisationnel. Depuis le dernier remaniement, ou peut-être le précédent, je ne suis pas sûr, le ministère de l'Intérieur a obtenu de nouveaux portefeuilles, dont le plus notable c'est l'Outre-mer, aussi la citoyenneté, il me semble. Et ma question est simple, comment est-ce que vous expliquez cette mise sous tutelle ? Et puis avec du recul, quelles conséquences est-ce que ça a pu avoir sur le fonctionnement du ministère et sur les missions dévolues à chaque portefeuille ? J'ai pas trop compris la question. C'est quoi qui est mis sous tutelle ? Les différents portefeuilles de l'Outre-mer et de la citoyenneté qui ont été placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Alors la citoyenneté, ça a toujours été au sein du ministère de l'Intérieur. C'était Marlène Schiappa, à une époque, qui était secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Et avant, à ma connaissance, la citoyenneté n'existait pas en tant que dénomination ministérielle, mais peut-être je fais erreur, ou peut-être en remontant très loin, on le retrouverait. Donc la citoyenneté, ça a toujours été au sein de notre ministère, notamment parce qu'on a les enjeux démocratiques, et ce que je vous disais un peu en intro, l'organisation des élections. Donc les sujets, par exemple, de l'abstention, ça nous intéresse, et là, on touche quelque chose à la citoyenneté. L'engagement citoyen aussi, le fait d'être bénévole, réserviste, d'avoir un engagement de ce type dans le monde associatif, par exemple, c'est des choses qui intéressent le ministère de l'Intérieur. Donc la citoyenneté, sauf si je fais erreur il y a très longtemps, ça a toujours été au ministère de l'Intérieur. Les Outre-mer, c'est un petit peu différent. Alors je ne sais pas pourquoi le président de la République et la première ministre ont décidé de cela, mais je l'imagine. Donc voilà, j'extrapole un petit peu sur leur manière de penser. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'exemple de Mayotte, les services de l'État en Outre-mer, c'est beaucoup plus important, j'allais dire, que dans un département même comme le Rhône ou un département de l'Hexagone. Le lien de la population à l'État est très très fort en fait. Le préfet, c'est une figure qui est extrêmement importante, et ce que font l'État au bénéfice des concitoyens de ces départements est extrêmement important. Et beaucoup plus, je trouve, que dans un département de l'Hexagone. Et donc l'intérêt
d'avoir le portefeuille de l'outre-mer au sein du ministère de l'Intérieur, même s'il y a un ministre dédié à l'outre-mer, c'est par la chaîne préfectorale arriver à être beaucoup plus, à mon sens, offensif, réactif dans la politique publique, parce que au ministère de l'Intérieur, on est assez hiérarchique. Donc quand le ministre il dit quelque chose au préfet, le préfet il le fait globalement. Les autres ministères, si c'est le ministère de la transition écologique, si c'est le ministère de l'économie, les rouages sont le ministère de la justice, les rouages sont un peu différents, et je pense qu'en termes d'efficacité, c'est pas inintéressant, sachant que les compétences techniques, par exemple pour l'écologie, c'est très particulier, il faut des compétences d'ingénierie, etc., très particulières. La compétence technique et le lien avec les autres ministères se font toujours, mais là c'est plutôt la chaîne de réaction et la chaîne de décision et la chaîne d'action qui va être plus directive. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose, en tout cas de ce que j'ai vu depuis 18 mois, effectivement. Et ça permet, une fois de plus, de réfléchir en 360. Allez-y. Bonjour. Alors, je suis au premier rang. Voilà. Bonjour. Merci de votre présence parmi nous, déjà. Et j'ai une petite question. Vous avez dit que la flamme olympique allait passer dans tous les départements français. Et je me demandais si ça comprenait, du coup, les départements d'outre-mer. Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est pas tout à fait la vérité. Elle passe dans tous les départements français qui ont accepté de payer. Et c'était assez cher. Je crois que c'était 300 000 €, un truc comme ça. Donc, en fait, ça passe dans les 2/3 des départements français, dont les Outre-mer, mais pas tous les Outre-mer. Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un département, un territoire qui me tient à cœur sur les questions environnementales, par exemple, ça ne passe pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par contre, les Antilles, Guadeloupe, Martinique, par exemple, je sais que ça passe. Les autres départements, je me tourne vers mes collègues, vous savez, les autres territoires d'outre-mer, la Guyane, etc., je ne sais pas. Les Antilles, je suis sûre. Donc du 8 mai au 8 juin, elle est dans l'Hexagone. Et après, c'est la flamme des océans, je crois qu'ils appellent ça. Ça traverse l'Atlantique, en gros. Les Antilles, ils le font. Est-ce que les autres... il y a la Polynésie, j'imagine, Tahiti, parce qu'il y a le surf. Est-ce que les autres territoires, Réunion, Mayotte, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que c'est pas envisageable. Et la Réunion, je ne sais pas. Donc voilà, ils n'ont pas été laissés pour compte. Et justement, comme c'était cher, je crois qu'un accord financier a été trouvé pour l'outre-mer, où les finances des départements sont en moins bon état. Et je crois que l'État a mis un peu à la poche pour faire en sorte que ça puisse être possible. Et il y a derrière un enjeu, alors là c'est moins mon domaine, mais il y a un enjeu de valorisation des territoires. Je vous disais un peu sous le ton de la boutade que c'était un peu le Tour de France, mais je pense que c'est ça va donner lieu à tout pas seulement un côté sportif, mais un côté valorisation du territoire, des merveilles du monde qu'on a, des sites qui soient naturels ou des monuments sur chacun des départements. Donc voilà, c'est 2/3 au final. Et voilà, il y a des départements qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu. Merci. Alors, monsieur, il me semble que vous aviez le micro en premier. Bonsoir madame. Je voulais juste revenir sur des propos qui ont été tenus donc cet été qui je pense a été chargé pour votre ministère. Le directeur général de la police nationale a dit qu'un policier n'avait pas sa place en prison en réaction à la mise en détention provisoire d'un policier à Marseille, je crois. Il a été soutenu par le ministre de l'Intérieur. Donc je considère que c'est la position du ministère de l'Intérieur. On a un fonctionnaire et un politique. Quelle est la réaction aujourd'hui du ministère vis-à-vis de, premièrement, la place du policier vis-à-vis de la justice? Pensez-vous que ce n'est pas des propos qui interviennent et qui vont à l'encontre de la liberté du magistrat? Pourquoi est-ce qu'on donnerait des privilèges aux policiers, aux gendarmes dans la justice? Et quelle est votre réaction générale et la position du ministère? Alors la position du ministère, vous l'avez exprimée. Vous dire que j'aurais utilisé ces mots personnellement, ce serait faux. C'est des mots qui ont pu heurter jusque dans nos rangs, il faut le savoir quand même. C'est des questions qui font débat aussi chez nous. Donc la position du ministère, vous l'avez énoncée parmi les 2 prises de parole que vous avez évoquées. Après voilà, sachez que les choses sont beaucoup plus nuancées et peut-être ça me permet d'aller sur un terrain qui est connexe mais qui est tout à fait dans votre sujet, c'est celui des syndicats de police qui sont très puissants. On a 10 organisations syndicales représentatives de la police
Et on est je dis on parce que je reste policier, on est la profession la plus syndiquée de la fonction publique. Je crois que c'est 88 ou 89% qui sont adhérents à un syndicat. Il se trouve qu'il y a des syndicats qui sont extrêmement puissants et qui ont fait de cette volonté vraiment un acte et un symbole qui est répété. Et pour eux, c'était important que leurs plus hautes autorités puissent aussi l'exprimer dans des circonstances très particulières. Et c'est ce qui s'est passé. Allez-y. Voilà, bonjour madame. Je suis étudiant, mais je suis également adjoint au maire. Donc je vais utiliser cette casquette pour poser une question. Il y a eu au mois de novembre le congrès des maires, où il y avait notamment la formation des nombreuses démissions, la crise des vocations. Donc c'était éventuellement pour savoir la position du ministère sur le couple préfet-maire, pour l'action sur le territoire et éventuellement les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour justement juguler cette crise des vocations et peut-être voir renouveler cette vocation. C'est une bonne question et c'est aussi c'est passionnant. Et là, il y a beaucoup à faire. Il y a une ministre déléguée, Dominique Faure, aux questions notamment des élus, des collectivités territoriales et des liens avec les élus qui sont importants. On le voit, la crise de vocation, elle est présente. Alors, ça dépend aussi de la taille des communes, du nombre de conseillers. Enfin, voilà. Je ne dirais pas qu'elle est totalement généralisée parce que faut rentrer un petit peu plus peut-être dans le détail. La première des réponses, elle est souvent sécuritaire. Enfin, qui veut être élu pour se faire cracher dessus quand on fait le marché ou se faire vilipender sur la place publique quand on se promène avec ses enfants? Personne. Donc la lutte contre les atteintes aux élus sous toutes ses formes, que ce soit de la diffamation, des insultes, pour nous, c'est vraiment central. Je suis pas sûre que ça dissuade, mais en tout cas, c'est un frein majeur pour quelqu'un pour prendre une charge dans une commune. Je pense que vous en êtes d'accord. Après, ça renvoie aux questions aussi du renouveau démocratique. Comment on donne envie à une société qui demeure de plus en plus individualiste de s'engager pour les autres, avec toutes les contraintes que cela a, d'être élu. Et donc là, il y a des idées, des projets pour peut-être rendre les choses plus attractives. Mais c'est vraiment, je crois, en cours entre différents ministères, le ministère porte-parole chargé du renouveau démocratique et les conseillers de Dominique Faure. Mais je sais qu'il y a des travaux sur ce sujet qui va vite revenir. Les prochaines, là, il y a les européennes cette année, puis après, la grosse échéance suivante, ce sera les municipales. Et on sera au moment de... Enfin voilà, l'heure des comptes sera là aussi pour voir si cette érosion, elle perdure ou pas, et pour réagir le cas échéant. On va peut-être prendre deux dernières questions. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre présence. Donc mon intérêt se porte plus sur la Guyane et sa présence en Amérique latine. Donc j'ai deux questions. La première, c'est par quel biais faites-vous face aux problématiques, par exemple, d'orpaillage, de déforestation et de narcotrafic? Et ma seconde question, elle porte sur l'état de votre coopération avec le Suriname et le Brésil face à ces problématiques. Merci. Alors, autre terrain extrêmement compliqué, la Guyane. C'est pareil, je ne connaissais pas tellement avant d'y aller et de passer du temps là-bas avec les services de l'État. Sur l'orpaillage illégal, on est sur un enjeu majeur. Et tout ce qu'on fait ne parviendra pas à le juguler, j'en suis à peu près aujourd'hui persuadée. Alors, comment on travaille? Le bloc sécuritaire qui est toujours là, l'orpaillage illégal, vient principalement d'une immigration clandestine du Brésil et du Suriname qui passe la frontière. Le Brésil, la Guyane, c'est la plus grande frontière française. Il y a 700 km de frontière à sécuriser. Et c'est de la jungle. Enfin, c'est pas une frontière comme avec la Suisse. Ça n'a rien à voir. Et donc, vous êtes dans la forêt. Il y a des personnes qui, d'ailleurs, n'estiment pas que la frontière est là parce qu'ils vivent dans la forêt et c'est chez eux au sens le plus large possible et au sens géographique du terme, qui parce qu'il y a le fleuve un peu plus loin, vont aller effectivement faire cet orpaillage illégal.
Donc, lutter contre l'orpaillage illégal, c'est déployer des moyens sécuritaires de notre pays, mais aussi des pays limitrophes, notamment le Brésil, qui depuis quelque temps est plus coopératif qu'avant. Ensuite, et c'est sûrement là où on va faire du long terme, ça va être s'intéresser à comment faire de l'orpaillage légal. Si l'orpaillage illégal n'est plus rentable par rapport à l'orpaillage légal, les gens voudront bien être salariés dans des boîtes d'orpaillage légal et arrêteront l'illégalité. Mais là, on est sur des projets de relance économique, sur un secteur très compliqué, avec des contraintes écologiques et environnementales énormes et qui sont nécessaires pour protéger la forêt. Et donc, comment développer une activité légale qui puisse venir concurrencer de l'orpaillage illégal? C'est un casse-tête énorme. C'est un casse-tête énorme. Mais voyez, une fois de plus, on a le sécuritaire, en gros, c'est le court terme, et le problème de long terme, il faut trouver d'autres solutions. Et après, sur l'état de la coopération, il est plutôt bon avec le Brésil. En tout cas, il est de mieux en mieux. Je ne sais pas si c'est très français, mais vous avez compris. Il y a l'orpaillage illégal, mais il y a aussi les factions qui sont des groupes armés brésiliens extrêmement violents qui commencent à s'immiscer aussi en Guyane et à commettre des exactions en Guyane. Avec le Suriname qui est un État, mais beaucoup plus défaillant, ça reste beaucoup plus compliqué. Après, la plupart des services en Guyane travaillent en international. Je ne sais pas, la police aux frontières, oui, mais la police judiciaire travaille en international. Je crois qu'il y a un membre du corps diplomatique qui est au sein de la Guyane pour faire ces relations internationales. Il y a des attachés de sécurité intérieure des autres pays avec qui il y a une grande coopération. Et voilà, les solutions de long terme, elles viendront de l'international, de l'économie, elles ne viendront pas du tout sécuritaires. Après, sur la drogue, c'est aussi un élément majeur. Là où je pense que le travail est plutôt bien fait, c'est la lutte contre les mules. Dans un avion qui fait Guyane-Paris, vous pouvez avoir jusqu'à 1/3 de mules dans l'avion. 1/3, c'est une personne sur 3. C'est juste énorme. Et donc, le fait d'avoir systématisé les contrôles, les scanners corporels et autres, ça porte ses fruits, mais ça ne veut pas dire qu'on coupe la sortie. C'est le principe de tout acte délinquant. Quand il y a une contre-offensive des services policiers, si je peux l'appeler ainsi, le narcotrafic se transforme et prend d'autres voies, que ce soit la voie des Antilles, justement, ou d'autres voies, qu'elles soient postales, qu'elles soient par les bagages. Enfin voilà, il y a plein d'autres dispositifs qui peuvent être soit existants, soit inventés. Et donc on sait qu'on vient perturber quelque chose, mais qu'on ne vient pas le stopper, on vient le freiner tout au mieux, et pour un temps. Peut-être, pour finir de vous répondre sur la Guyane, c'est pareil, moi c'est un département qui me tient vachement à cœur. Moi je regrette qu'il y ait aussi peu d'élus qui s'intéressent à la Guyane. Alors il y a les Guyanais, encore heureux, mais finalement qui porte la voix de la Guyane au Parlement? Quels autres parlementaires? Je ne sais pas, je pense qu'un parlementaire de Savoie s'intéresse à ce qui se passe en Haute-Savoie. Enfin voilà. La Guyane, j'ai l'impression qu'ils sont seuls au monde et que parce que la Guyane c'est loin, personne n'y a jamais mis les pieds parmi les parlementaires, personne ne s'intéresse à eux. Ça c'est dommage. Et voilà, à part Christine Taubira, il n'y a pas grand monde qui a porté la voix de la Guyane au Parlement. Et ça, c'est dommage, je pense. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il est 19h50, on a encore le temps de prendre quelques questions à faire assez brièvement. Peut-être poser les 2 questions en une. Je donne la parole à monsieur et puis après, vous conclurez. Bonsoir madame. La brigade Déméter se donne pour objectif d'identifier et de poursuivre les agressions, intrusions et dégradations sur les exploitations. Est-ce que tu peux parler un peu moins fort Pardon, navré. Et plus lentement, s'il te plaît, pour qu'on comprenne bien. Merci. Sur les exploitations agricoles, en janvier 2022, la justice administrative avait estimé que la prévention d'actes de nature idéologique menés par Déméter ne reposait sur, dixit, aucune base légale. L'affaire est depuis devant le Conseil d'État. De ce fait, n'y a-t-il pas une volonté du ministère de supprimer les moyens d'action des lanceurs d'alerte sur l'élevage industriel et la maltraitance animale, avec cette cellule accusée de les intimider, de les priver de leur principal moyen d'alerte? Je vous remercie. Alors Déméter, je ne sais pas si tous vos camarades connaissent, parce que ça reste une tête d'épingle dans l'action du ministère de l'Intérieur, mais je vous réponds de bon cœur. Déméter, c'est une structure qui a été mise en place par la Gendarmerie nationale en soutien du monde agricole. Il y a un dossier de presse qui explique tout bien. Moi, je venais d'arriver, c'était il y a 4 ou 5 ans, je pense, je venais de prendre mon poste. Il est surtout question de vol de tracteurs, en gros, et de
de problèmes avec la filière équestre. C'est au moment où il y avait toutes les malveillances sur les chevaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les oreilles coupées, etc. Donc ce qu'a voulu faire la gendarmerie, mais je l'admets, je pense sans doute malhabilement, mais cependant, à mon sens, pas avec une volonté de nuire ou de contourner, cette cellule Déméter avait pour but de rapprocher le monde agricole, le monde paysan, de la gendarmerie nationale qui est extrêmement imbriquée sur nos territoires agricoles. Après, vous savez, la police, la gendarmerie, quand il y a des décisions de justice, elle les respecte. Donc je crois, mais j'avoue ne pas m'être complètement intéressée en finesse à ce sujet, que depuis leur pratique a considérablement évolué. Et je ne sais même pas si cette cellule Déméter est toujours extrêmement active. Je pense qu'elle a pris d'autres formes, peut-être avec des référents dans les brigades territoriales. Mais voilà, quant à la volonté que vous évoquez, je pense qu'elle n'a pas existé. C'est aussi un imaginaire qu'on a construit autour de cela. Après, libre à chacun d'en penser ce qu'il en veut. Pour la dernière question, monsieur. Alors, bonjour et merci. Le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice fonctionnent en étroite coopération, mais lorsqu'on a un ministre de l'Intérieur qui va parler de quasi-guerre civile, d'ensauvagement, alors qu'on a un ministre de la Justice qui, lui, va parler de sentiment d'insécurité qui est de l'ordre du fantasme, comment est-ce qu'on peut fonctionner efficacement avec deux ministères qui semblent totalement éloignés politiquement, alors même, par exemple, que certains, comme certains syndicats de police, vont même jusqu'à dire que le ministère de la Justice entrave le travail du ministère de l'Intérieur? Alors je vous dirais bien que tout ceci est assez dommage, parce qu'en réalité, on travaille énormément avec les magistrats. C'est ce qu'on appelle une chaîne pénale. Il y a les actions de police et il y a l'action de la justice. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est mes collègues qui sont très respectueux de ce partage de compétences. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que beaucoup de policiers, souvent, n'ont pas connaissance des suites pénales. Et donc, il y a une certaine rancœur ou un certain rejet, des fois, de l'institution qui est la justice, parce qu'ils ne savent pas, ou ils ont l'impression que la décision de justice n'est jamais à la hauteur de ce qu'ils souhaiteraient pour les victimes ou à la hauteur de leur investissement policier. Donc vous avez ça aussi qui se dégage sur le terrain de mes collègues policiers et gendarmes. Après, je pense que les choses sont beaucoup moins opposées, manichéennes que cela, même si vous évoquez des paroles qui, à mon avis, ne font pas nécessairement du bien dans le débat public. C'était la conclusion. Beaucoup. C'était notre dernière question. Pas réjouissant pour terminer. Madame la porte-parole, nous vous remercions grandement pour le temps accordé et surtout pour la richesse et les éclairages que vous avez pu nous témoigner, et surtout la richesse et le calme dans lequel cette conférence s'est déroulée. Avant toute chose, on aimerait aussi vous annoncer que la semaine prochaine, pour la continuité avec les sujets que nous avons pu échanger aujourd'hui, un palabre, donc une discussion, une table ronde aura lieu sur des sujets d'immigration. Donc pour toutes les informations complémentaires, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram de Place au Débat, pour vous inscrire. Et encore un grand merci, Madame la porte-parole, pour votre venue chez nous ici ce soir.